Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Librée, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté, de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, de préparation à la naissance, d'allaitement, de conception et de postpartum. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux et bien sûr, le top du top, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Sandrine Mallet qui est doula et qui va nous parler de l'accompagnement précieux que proposent les doulas autour de la naissance, en prénatal, pendant la grossesse, mais aussi pendant le postpartum. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Sandrine. Bonjour Anaïs. Donc c'est un grand plaisir de te recevoir derrière le micro aujourd'hui. Sandrine, tu es doula et aujourd'hui j'aimerais beaucoup que tu nous parles de ce magnifique métier, cette passion même, je dirais. Oui, c'est vraiment un métier passion, comme les sages-femmes peuvent exercer leur métier. Alors moi, je suis doula depuis 2013. Je suis, basée sur Aix-les-Bains, mais mes départements, c'est plutôt Savoie, Haute-Savoie, Isère. Je vais rarement dans l'Ain, bien que je pourrais y aller, mais j'ai rarement de demandes. Tu veux que j'explique en quoi ça consiste, une doula ? Oui, j'allais te demander, une doula, c'est quoi ? Et puis, comment, pourquoi on vient voir une doula ? Alors, une doula, c'est une personne qui chemine auprès des parents, donc de la future maman, du futur papa ou de la compagne de la future maman. On est là pour donner de l'information sur le déroulé de la grossesse, le déroulé de la naissance, le postpartum, aussi pour donner des informations sur les examens qui sont souvent proposés comme des examens obligatoires, mais qui ne le sont pas forcément. Donc on n'est pas là pour devancer les questions des parents, mais en tout cas on est vraiment là pour leur donner de l'information par rapport à des questions qu'ils se posent. C'est-à-dire qu'une maman, elle va te contacter à peu près à quel moment dans sa grossesse ? Est-ce qu'il y a un moment où c'est trop tard pour te contacter ? Est-ce que c'est trop tôt ? On peut contacter une doula à n'importe quel moment, en fait, tant que le moment est juste pour ce futur couple de parents. C'est ni trop tard, ni trop tôt. C'est vraiment quand les parents ressentent le besoin de rencontrer une doula parce qu'ils ont des questions, parce qu'ils ont aussi besoin de soutien, d'un soutien émotionnel. Donc on est aussi là pour tout ça. On se rend bien compte que dans notre société actuelle, les familles sont souvent très éloignées les unes des autres et les futurs parents se retrouvent un peu seuls. Et quand bien même les grands-parents seraient présents, parfois c'est aussi chouette d'avoir une doula parce qu'une doula c'est cet interstice entre le monde médical et la famille, une personne en qui on crée un lien de confiance. On co-crée à 3 en fait, avec les parents un lien de confiance qui va s'affiner et se construire tout au long de nos rencontres. Et c'est chouette parce que c'est aussi... on est aussi là pour pouvoir leur permettre de déposer leurs peurs, leurs doutes, leurs questions, peut-être des questions qu'ils trouveraient bêtes et qu'ils n'oseraient pas poser à la gynéco ou à la sage-femme, mais du coup ils peuvent nous les poser. On est vraiment là pour être dans l'écoute et dans l'accueil de qui ils sont. D'accord. Et ça c'est très important pour c'est sûr, de le signifier. C'est un moment tellement particulier où on est tellement dans toute notre vulnérabilité, d'être accompagné, se sentir écouté, soutenu, c'est vraiment c'est primordial. Et du coup, quand on est maman, par exemple, moi je sais parce qu'on s'est connus, on s'est connus dans cet accompagnement justement. Tu m'as accompagnée pour ma petite Jade qui va avoir 3 ans déjà au mois de juillet. Voilà. Et c'était chouette. Et du coup, moi je connaissais déjà ce qu'était une doula puisque pour mon fils j'avais fait appel aussi à une doula. Donc je savais plus ou moins à quoi m'attendre, mais je veux dire pour une maman qui ne sait pas du tout, concrètement, elle t'appelle et qu'est-ce que toi tu vas venir, quels sont tes outils, il y a quoi dans ta boîte à outils pour venir
des parents et de la maman? Alors dans ma boîte à outils, l'outil principal, j'aurais envie de dire, c'est vraiment l'écoute et l'accueil inconditionnel de ses parents. On est vraiment là pour les accueillir dans qui ils sont, et ce sont toujours les aider à cheminer un peu, tu vois, un petit peu comme une petite fée qui serait là pour veiller. Mais en fait, on est vraiment là pour leur permettre de trouver leur propre solution. D'accord. Par rapport à leurs histoires, aussi de naissance à eux, par rapport au souhait qu'ils ont de vouloir accueillir leur bébé de telle ou telle manière. On est vraiment là dans l'accueil et on n'est pas là pour leur donner des conseils et leur dire non, ça va pas du tout, ou ça tu devrais faire ça. C'est vraiment les aider à cheminer, les guider un petit peu. Du coup, une doula, c'est qu'importe son projet de naissance, bien qu'importe sûr, où on veut accoucher. Bien sûr. Donc moi, typiquement, je t'avais contacté, là ça me met en lumière ça, ce que tu dis, oui, dans ta boîte à outils. Moi, ce que j'avais trouvé chez toi, c'est toutes tes ressources et toute ta connaissance. Par exemple, moi je souhaitais accoucher à domicile et j'avais vraiment pour souhait de me former à l'auto-hypnose. Oui, et je me souviens te dire, je vais me former, mais j'étais un peu perdue, comment trouver un bon thérapeute et tout. Et là, toi, t'es arrivée, et comme si, comme une petite fée, comme tu dis, t'avais la ressource dans le sens où tu avais le réseau, les personnes. En fait, aussi, j'ai l'impression que dans le métier de doula, c'est ça, c'est de créer un réseau de professionnels avec qui tu vas pouvoir mettre les parents en lien en fonction du besoin. Donc, typiquement, pour moi, c'était l'auto-hypnose. Tu savais, tu m'as offert le bon bouquin qui allait bien, tu m'as parlé d'une personne, ça peut être, j'ai eu un premier bébé et typiquement, moi c'est encore une fois mon cas pour ma deuxième, l'allaitement, c'est beaucoup moins bien passé, tout de suite, t'étais là et tu savais, tiens, il y a une conseillère en lactation, ça sert à ci, à ça, là maintenant ça peut être utile. En fait, au moment où on en a besoin, toi, tu as toutes les ressources et les clés. Et ça, c'est tellement... En fait, la grossesse, c'est court, ça passe vite. Et aussi, on est dans nos vies. Et je trouve que c'est comme si toi, tu étais une experte un peu dans ce domaine. Et tu vas nous dire, en fonction de ce qu'on rencontre sur ce chemin, quels outils on a besoin. Et toi, tu as ces outils. Je trouve que c'est ça qui est précieux et qui est important de partager aujourd'hui dans notre émission, de pourquoi on va voir une doula. On va voir... En fait, on va chercher une énorme boîte à outils, un énorme réseau pour qui va nous éviter des heures de recherche, en ligne, dans un univers qui nous est parfois complètement inconnu en plus. Donc on n'a pas du tout la grille de lecture, je dirais, de qu'est-ce qu'il me faut ou pas. Il y a même des techniques qu'on ne connaît pas du tout. Par exemple, ça peut être l'acupuncture, ça peut être la sophrologie, ça peut être le soin riboso que tu proposes aussi, ça peut être la sophrologie. Oui, après on est toutes différentes et on a toute une boîte à outils différente, mais c'est sûr que l'écoute active, c'est vraiment l'outil principal. Et puis aussi, effectivement, tu le disais tout à l'heure, avoir un réseau, ça c'est vraiment très important parce que on peut rediriger, bien sûr on n'est pas dans la toute-puissance. Non, pas du tout. Oui. Et on peut, effectivement, si on voit que ça sort de notre domaine de compétences, on peut rediriger effectivement vers quelqu'un qui pratique l'hypnose ou la sophrologie ou les massages. Enfin, il y a vraiment chaque couple est différent et a des besoins uniques, et c'est vrai que ça nous permet, ce lien-là avec les professionnels nous permet de pouvoir vous rediriger vers des personnes qui sont compétentes pour vos besoins. Typiquement, ce que tu dis, moi ça me fait penser à ma première grossesse. Pour mon fils, j'avais vraiment le souhait d'accoucher à la maison. Et je ne savais, c'était tout nouveau pour moi, c'était mon premier, comment ça se passe, c'est quoi la physiologie. Et je me souviens que ma doula, elle m'a porté même des planches de au fil des mois, qu'est-ce qui se passe physiologiquement dans le corps. Et aussi, c'est grâce à elle, quand même, que j'ai pu rencontrer les sages-femmes à domicile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi en 2015, quand je tapais sage-femme à domicile en Savoie, je ne trouvais pas en fait. Donc c'était un peu opaque, je sais pas, j'ai pas pris le temps aujourd'hui de regarder comment c'était, mais
voilà, aussi, il y a vous nous donnez cette possibilité, voilà, en fonction donc, de comment notre idéal de l'accouchement, si on en a un, puis se construit pendant la grossesse. Et justement, je pense qu'en tant que doula, toi, tu es à même de proposer les différentes possibilités. Comment on peut accoucher aujourd'hui en France, en fait? Alors ça, c'est super important parce qu'on se rend compte qu'effectivement, beaucoup pensent que quand on est enceinte, on doit aller chez un gynécologue et qu'il va devoir faire le suivi jusqu'à la fin de grossesse, jusqu'à l'accouchement. Moi, c'était mon erreur pour le premier. Je me suis rendu compte seulement à la fin que je pouvais faire différemment. Mais ça, c'est comme les protocoles médicaux, en fait. Ils sont proposés comme obligatoires, mais bien sûr qu'ils ne le sont pas. Et effectivement, il y a tout un panel de possibilités. Donc en France actuellement, on peut être suivi par un gynécologue, bien sûr. On peut être suivi par une sage-femme. Alors soit une sage-femme qui est libérale et qui va vous suivre pendant toute la grossesse. Et puis si vous décidez d'accoucher à l'hôpital, à la maternité, souvent la maternité prend le relais pour les 2 derniers mois. Soit vous pouvez rencontrer une sage-femme qui travaille en maison de naissance. D'accord. Et là, c'est elle qui va vous suivre tout du long et qui sera là le jour de la naissance en maison de naissance. Et puis, sinon, il y a des sages-femmes qui pratiquent les accouchements à domicile. Et là, c'est pareil, elle vous suit tout le long de la grossesse. Elle sera là à votre accouchement pour vous guider, vous soutenir. Et puis, elle est beaucoup là aussi dans le postpartum. Ok, c'est intéressant tout ça. Donc, du coup, juste une question, à quel moment on s'intéresse au lieu? Je pense que ça met un peu de temps avant de mûrir, peut-être. Enfin, il y a des femmes qui le savent peut-être dès le début, mais selon toi, à quel moment c'est le plus judicieux? Est-ce qu'il y a une date limite? Est-ce qu'il y a un moment où, on a fait un choix, on peut plus faire on peut plus faire demi-tour? Non, tu sais, Isabelle Chalut, qui est très connue dans le monde de la naissance, dit que tout est toujours possible. Et vraiment, j'aime beaucoup comment on va dire ça, son credo, je sais pas comment dire autrement. Et c'est aussi souvent, du coup, ce que je dis aux parents, parce que rien n'est jamais figé. Et bien sûr que alors, selon les choix, effectivement, ça peut être un petit peu sensible de changer au dernier moment. Mais en tout cas, ce qui est important à comprendre vraiment pour les futurs parents, c'est qu'ils peuvent s'autoriser à changer de professionnel ou de projet de naissance s'ils n'ont pas le feeling avec le professionnel qui les suit. Ça, c'est vraiment très important. Ou si ça sort de aussi leur idéal, si à un moment il y avait quelque chose qui leur tenait à cœur et que c'est vraiment pas respecté, c'est possible. Bien sûr, ou s'ils changent d'avis, parce que des fois, au départ, comme on sait pas, on s'oriente vers la maternité. Et puis finalement, après, on découvre qu'on peut accoucher en plateau technique ou à la maison. Et là, du coup, c'est toujours possible de contacter les sages-femmes pour pouvoir avoir un premier rendez-vous, pour qu'elle puisse répondre à nos questions et puis que ça fasse son chemin. Oui. Mais c'est toujours possible. Donc du coup, si je résume, il y a la maternité. Oui. Donc dans la maternité, il y a aussi le plateau technique. Oui, qui est possible. Pardon, on n'en a pas parlé, bien sûr. Alors le plateau technique, bien sûr, et là c'est aussi des sages-femmes des sages-femmes libérales qui exercent en plateau technique. Juste je te coupe pour une petite précision parce que parfois c'est un peu confus, je trouve, en tant que parent. Dans l'esprit, quand on est à l'hôpital, moi j'avais l'impression qu'il y avait la salle un peu nature et sinon le côté médical, t'es dans une chambre avec la péridurale ou pas, mais j'avais rarement entendu parler du plateau technique et pour moi plateau technique je le confondais même avec la salle nature finalement. D'accord. Alors peut-être parce que souvent la salle nature accueille plus souvent des couples qui accouchent en plateau technique. D'accord. Ensuite, les plateaux techniques, effectivement, c'est une sage-femme qui est libérale, qui va vous suivre pendant toute la grossesse. Et le jour J, elle va vous rejoindre à la maternité. Et en fait, elle a accès à une salle pour recevoir les couples qui vont accoucher. Et puis, ils peuvent rester dans cette salle tout du long de la naissance. Et après, en général,
Normalement, il y a 2 heures de surveillance. Souvent, ça dure un petit peu plus parce que voilà, le temps de découvrir son bébé, le temps que la sage-femme fasse les papiers administratifs, ça peut être un petit peu plus long. Mais le plateau technique, les couples rentrent chez eux après. D'accord. Et effectivement, s'il y a un souci, on est dans l'hôpital. Vous êtes dans l'hôpital, donc du coup, là, à ce moment-là, c'est l'hôpital. On parle quand même de transfert à ce moment-là. Mais s'il y a un transfert souhaité par les parents ou parce qu'il y a un gros souci... On parle du transfert de la chambre à côté, quoi. C'est ça. On parle du transfert de la chambre à côté, mais c'est important de le signifier comme ça, je pense, parce que là, à ce moment-là, c'est l'équipe médicale de l'hôpital qui va prendre le relais. D'accord, ok. Donc à l'hôpital, voilà, on a cette possibilité-là, du plateau technique. Alors c'est marrant parce que tu vois, plateau technique, ça peut paraître en dehors de l'hôpital, un peu un autre lieu, même un plateau, je sais pas. Donc ok, donc il y a ce plateau technique dans la physiologie. Après... On utilise le plateau technique, qui est un terme très technique quand même, pour parler de physiologie. Parce qu'effectivement, plateau technique... les couples accouchent physiologiquement, il n'y a aucune intervention médicale de la sage-femme. Et à ce moment-là, s'il y a besoin d'une intervention médicale, c'est justement ce qu'on appelle le transfert. Oui, donc de bien dans la préciser maternité. Que quand on parle d'accouchement physiologique, on parle, voilà, il n'y a pas d'intervention médicale, le moins possible. Normalement, surtout, il n'y a pas de péridurale. Oui, il n'y a pas de péridurale, il n'y a pas... Voilà, c'est ça. Ok, du coup après il peut y avoir sinon les maisons de naissance, donc il y en a combien aujourd'hui des maisons de naissance Alors si je ne me trompe pas, il y avait 8 maisons de naissance, il y a eu toute une expérimentation sur 3 ans qui a été reconduite. Qui a été concluante et ça c'est une sacrée victoire, même si effectivement en France les maisons de naissance sont encore accolées aux hôpitaux et aux maternités. Et ça, c'est quand même un petit peu embêtant dans le sens où elles sont pas indépendantes. Et en même temps, ça peut être rassurant pour les parents parce aussi. Que là, pareil, en cas de transfert, on a une porte battante à passer et on est dans l'hôpital à quelque chose près. Donc, ça, c'est aussi, voilà, on est dans une maison de naissance, dans un cocon à part, un peu comme à la maison. Moi, je me souviens avoir visité la maison de Bourgoin. Et voilà, il y a des chambres, on se sent vraiment à la maison. Et en même temps, voilà, si on devait être transféré, c'est la porte à côté. Ouais. Et du coup, l'expérimentation a été reconduite. Donc, je pense que ça va... en tout cas, qu'il y a des projets qui vont éclore pour plus de maisons de naissance. Donc, ça, c'est chouette parce qu'effectivement, plus il y aura de maisons de naissance, plus il y a de plateaux techniques, plus il y a de sages-femmes à domicile et plus les couples auront le choix de pouvoir vraiment accueillir leur enfant comme ils le souhaitent. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment très important. Dans cet accueil. Donc voilà, si on parle de... Admettons, mais voilà, une femme qui vient de voir et qui veut accoucher physiologiquement, donc on peut parler de plateau technique, de maison de naissance, d'accouchement à domicile. Oui. Mais c'est important aussi pour les femmes qui nous écoutent que voilà, si on a envie d'accoucher aussi à la maternité avec une péridurale et c'est 100% ok, c'est le choix de chacune. Bien sûr. Une doula, elle a tout à fait aussi sa place. Oui. Parce que voilà, il n'y a pas que le moment de la naissance, même si bien sûr... C'est important, mais tous les couples ne font pas ce choix-là d'avoir une doula pour la naissance. Il y a aussi des couples qui peuvent avoir le choix d'être accompagnés par une doula dans l'avant-naissance, tout le long de la grossesse et pour l'après-naissance. Oui, donc en fait, toi, dans ton accompagnement, tu peux être là avant... possiblement en fonction du choix des parents et aussi bien sûr de l'équipe médicale. L'équipe médicale le permet lors de l'accouchement, lors de la naissance et dans l'après. Donc là on a parlé un peu d'avant, de tout ce que tu pouvais proposer, même en massage, on en a parlé. Tu proposes aussi de la sophrologie? Oui, je propose de la sophrologie, des massages, effectivement, des petits moments détente avec le rebozo. Je peux proposer des blessing way. Oui, c'est ce que j'allais dire quand même. Qui est là une célébration de la femme qui porte la vie. Oui, qui vient un peu, je trouve, en remplacement ou peut venir en complémentarité de ce qu'on appelait un peu plus américanisé les baby showers, où là c'est le bébé qui est mis en avant, alors que là dans la blessing way c'est vraiment on honore la femme, la future maman,
avec ses amis, donc c'est une vraie fête. Oui, c'est une vraie fête. Et puis pour moi, c'est vraiment une vraie fête aussi que de pouvoir vous accompagner à cet instant-là. En fait, c'est souvent un moment hors du temps qui redonne de la force, de la confiance. Puis un pour rituel le aussi. couple, justement à travers passage. tous les rituels. C'est effectivement un rituel de passage. Comme le soirée Beausoleil dans l'après-naissance. Le Blessing Way, c'est un petit un rituel. Moi, je le propose souvent sur une journée entière. Parce que je trouve que c'est important de prendre le temps, de profiter de tous ces petits moments aussi entre deux activités, de liens, de regards, de choses comme ça. C'est vraiment très chouette. Et puis vraiment... le rôle d'une doula, c'est aussi la grande adaptabilité. C'est vraiment s'adapter aux besoins et aux envies du couple, en sachant qu'effectivement, on a nos propres limites, mais que si c'est ok pour nous, moi j'adore les challenges en fait. Donc souvent les couples me disent j'avais pensé à ça, mais est-ce que tu le fais? Alors des fois je leur dis non, je l'ai jamais fait, mais en fait c'est ok pour moi, je vais me renseigner. Et c'est aussi comme ça dans les informations, tu vois, tu parlais d'experte tout à l'heure, je sais pas si je suis experte, mais en tout cas, avec mon réseau, même si je sais pas, et quand même ça m'arrive de ne pas savoir, je me mets en lien pour pouvoir chercher les infos et pour pouvoir les retransmettre au couple après. Bien sûr. Moi j'entendais experte dans le sens où voilà, on a tous nos métiers, voilà, quand on tombe enceinte, on est dans une vie. Tu vois, avec notre travail, notre famille, voilà. Et c'est, en tout cas, moi, personnellement, c'est un sujet auquel je ne m'étais jamais intéressée avant. Donc, c'était... il y avait tellement d'informations à connaître, à savoir. En même temps, on a envie de bien faire. Et puis, ça nous demande énormément de temps et d'énergie pour avoir recours à tout, faire tout lire. Donc, je trouve que si tu es experte dans le sens où, toi, aujourd'hui... tu te formes en permanence. Oui. Tu es entouré de gens dont c'est le quotidien, la naissance, l'accompagnement des femmes. Donc oui, à mon regard, tu es une experte dans le sens où qui mieux que toi aujourd'hui a ce panel, a ce regard vraiment le plus global qui soit. Ça veut pas dire qu'évidemment tu connais pas tout. Oui, bien sûr. Mais ton expertise, elle est quand même très large sur ce sujet. Et c'est ce qu'on vient chercher en tant que femme. C'est aussi un énorme gain de temps. En tout cas, moi, je l'ai vraiment vécu comme ça pour les 2 naissances. Et pour la seconde, c'est comme si, voilà, il y a quelque chose qui me traversait l'esprit, où j'avais un blocage, où hop, on en parlait, et tout de suite, tu me donnais des ressources. Oui. Soit des livres, soit des choses à écouter, à regarder, des questions à me poser, des questions justes. Tu vois, parfois on se sent un peu perdu, tu nous ramènes à l'essentiel. Ok, là, dans cette situation, voilà les questions qu'il faut que tu te poses peut-être pour avancer. Donc c'est pas forcément des réponses, mais ça t'amène sur un chemin de questionnement. Non, on donne pas de réponse en fait. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment de pouvoir... Mais grâce à l'écoute active, c'est un outil vraiment très puissant qu'on n'expérimente pas assez dans la vie quotidienne. Mais quand on écoute vraiment les gens, avec la reformulation active, ça leur permet de nous on pose des questions puis vous ça vous permet d'affiner vos réponses, d'affiner vos besoins, et c'est ça qui est important. C'est aussi peut-être, en tout cas quand on voit le corps médical comme il peut se comporter parfois, bien sûr qu'une doula, du coup c'est important parce qu'on est vraiment là pour accueillir vos besoins. Et pas pour vous imposer des choix. Et ça, c'est vraiment très important. Ouais, bien sûr, c'est primordial, je dirais même. Et donc, du coup, il y a tout l'avant, et c'est intéressant, tu évoquais l'après. Oui. Et en tout cas, pour moi, le postpartum, pour mon premier, c'est quelque chose que j'avais pas du tout préparé. Je m'attendais pas du tout à ça. J'étais pas prête, clairement. Et du coup, moi, c'était quand je t'ai rencontrée, c'était ma demande pour ma deuxième, pour ma petite fille. C'était, comment on peut préparer ensemble le postpartum
pour que moi j'ai des moments de ressources, pour que je puisse le vivre au mieux. Parce que voilà, aujourd'hui on en parle de plus en plus, on parle du quatrième trimestre, on parle aussi de l'aspect émotionnel, ce qu'on peut traverser, bien sûr, qui est encore un peu tabou, mais il y a quand même aussi dans le postpartum, je sais même pas, la dépression, oui, on peut mettre ce mot-là, oui, dépression bien sûr, du postpartum, bien sûr. Qui naît, comme tu me le faisais bien remarquer tout à l'heure, et tu as bien distingué du baby blues. Voilà, du coup, c'est un moment aussi de l'après dont on parle encore trop peu. Bien sûr. Où les femmes, parfois on s'est concentré un peu comme un but ultime, la naissance, parce que surtout pour les premiers, on n'a jamais vécu ça, on a envie que ça se passe au mieux, donc on se prépare un peu comme on se préparerait à un marathon, mais sans voir l'après, parfois à tort. Oui. Et je pense que aussi en tant que doula, tu peux vraiment accompagner les mamans et les parents dans comment on se prépare après, comment on l'envisage à 2, à 3, parfois à 4 quand il y a des frères et sœurs ou plus. Et toi aussi, tu peux proposer ça dans ton accompagnement, ta présence et ton écoute. Oui, c'est très important le postpartum parce que comme tu viens de le souligner, Anaïs, les couples sont pris dans une espèce de spirale dans laquelle il faut tout faire pour réussir son accouchement. Oui. Parce qu'actuellement, on parle de réussite ou d'échec. Ah oui. Moi, je savais pas. Okay. C'est ça quand t'entends les couples, c'est pour réussir son accouchement, pour arriver à dépasser ses peurs, Mais en fait, j'aurais envie de dire, et souvent je le dis d'ailleurs quasiment tout le temps, que la naissance, c'est pas quelque chose à vivre en termes de réussite ou d'échec, c'est accueillir ce qui se passe. De toute façon, ce qui devra se passer se passera, même si c'est pas ce qui a été imaginé par les parents. Et c'est important de voir en fait tout le chemin parcouru pour en arriver là. Peut-être qu'effectivement, et d'ailleurs quasiment jamais, on a l'accouchement dont on a toutes rêvé. Jamais. Mais si on est dans l'accueil de ce qui se passe, si on sait effectivement quand même préparer, en tout cas on a des connaissances déjà sur la physiologie du corps féminin, dont on parlera lors de notre prochain podcast. Ouais, ça mérite un épisode entier sur ce sujet. Oui, bien sûr. C'est quoi la physiologie en effet ? C'est ça. Et du coup, bien sûr qu'il y a des notions importantes à savoir, bien sûr que c'est important de travailler sur ses peurs, mais c'est vraiment regarder tout le chemin qu'on a parcouru pour arriver à cette naissance qui est important. Et pas j'ai réussi mon accouchement ou j'ai échoué, parce que qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Réussir son accouchement, de toute façon, selon les femmes, ça sera forcément une notion différente. Donc on est quand même beaucoup là-dedans pendant toute la grossesse pour se préparer à la naissance. On est très 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 entouré par différentes personnes, peut-être parfois un peu trop. Et à la naissance, une fois que la naissance a lieu, la maman se retrouve toute seule avec son bébé et son compagnon, sans accompagnement, un peu lâchée dans la nature. Enfin, quand tu sors de la maternité au bout de 3 jours, que tu te retrouves tout seul à la maison, des fois ça peut être inquiétant et submergent pour les parents. Mais là, il n'y a plus personne. Donc le rôle d'une doula, c'est vraiment de venir aussi vous soutenir à ce moment-là. Et c'est très important de pouvoir réfléchir justement à comment vous voulez l'accueillir, à peut-être... là, on est peut-être un peu plus parfois dans le côté pratique et organisationnel dans l'après-naissance. En même temps, tu parles du côté submergent. Je trouve que tout ce côté pratique est très aussi submergent dans l'après-naissance, c'est-à-dire qu'en tant que maman, on a besoin de repos. Si on allait, ça nous prend énormément de temps. Oui. Enfin, il y a, je sais pas, dans l'espace-temps, il se passe quelque chose. Dans l'espace-temps, le postpartum, c'est un hors du temps, en fait. D'ailleurs, moi, je le vois bien quand je vais rencontrer les parents à ce moment-là. Des fois, il se passe 2 heures sans que rien, entre guillemets, n'a été fait. Mais juste, on est là... dans un moment vraiment précieux pour les couples qui permet de parfois faire un débriefing sur la naissance, sur comment ils l'ont perçu et vécu tous les deux, sur comment ils se sont sentis à la rencontre de leur bébé, parce qu'après la naissance, il y a
la rencontre avec le bébé, qui n'est pas forcément instinctive et naturelle, au niveau des sentiments. Il y a aussi toute cette découverte du couple parental, découvrir son amoureux en tant que papa et découvrir son amoureuse en tant que maman, ça peut des fois être déstabilisant parce qu'on les avait pas forcément imaginés comme ça. Il y a tout le côté hormonal de la maman qui va devoir, qui va prendre son temps pour revenir à la normale, on va dire, à l'avant-grossesse. Mais du coup, ça peut mettre la maman dans des émotions très submergentes. Et puis, il y a ce lien avec ce bébé. Et ça fait beaucoup de choses dans l'après-naissance. Donc, effectivement, au niveau doula, on est aussi là pour pallier un peu au côté pratique, ou en tout cas pour faire réfléchir les parents à quelles ressources ils ont après la naissance. Moi, typiquement, comme je le disais, tu m'avais donné... je voyais bien que ma fille, il y avait un problème avec l'allaitement. Et du coup, rapidement, on a pu trouver la ressource à qui on s'adressait, qu'est-ce que je pouvais faire pour trouver une solution. Et aussi, parce que je trouve que ça parle bien de donner des exemples. Moi, je m'étais dit, dans le postpartum, j'ai besoin... j'avais déjà un petit garçon, de quelqu'un qui vienne à la maison me soutenir, pourquoi pas passer un peu de temps avec lui ou être à l'écoute. Et quand moi j'ai quelqu'un qui est là pour m'épauler, qui m'a fait les courses, qui vient me préparer un bon repas, mon mari il peut être avec mon plus grand à jouer, être disponible, que lui ne se sente pas complètement lâché parce que là toute l'attention est sur ce bébé qui vient d'arriver. Il y a tout ça qui se joue et qui est hyper important dans les premiers instants. Et je trouve que d'avoir de la ressource, parce que parfois nos parents, ils arrivent, ils voient le bébé, ils veulent faire des câlins et tout. Ils voient pas que nous, on a 3 lessives en retard, notre réfrigérateur est vide, qu'on n'a pas eu le temps de faire le ménage et que se lever pour cuisiner, c'est peut-être juste physiquement pas possible. Donc, c'est très important de pouvoir rester alité le plus possible aussi après une naissance. Alors, on parlait des 40 jours de relevailles, ça me semble un peu difficile dans notre société actuelle. Si on arrive à faire déjà une semaine, c'est Mais énorme. déjà, une semaine, c'est énorme. Et puis, il y a aussi toutes les pratiques de belly binding qui permettent aussi de contenir le ventre. Et peut-être que ça, c'est aussi une belle solution quand on a besoin de se lever. Parce que se lever avec un ventre qui peut être encore parfois assez important mais vide au niveau des organes, de la place que les organes vont reprendre, ça met du temps et effectivement ça peut être un peu décontenançant. C'est quelque chose que tu pratiques toi? Comment c'est concrètement? C'est quelque chose, on vient serrer au niveau du ventre? Oui, alors ça on peut le faire avec le rebozo aussi. Qui est une écharpe. Qui est une écharpe, un châle mexicain. Voilà. Et puis on peut aussi le faire avec le fameux belly binding. C'est une technique qui est plutôt asiatique, qu'on trouve en Thaïlande, au Sri Lanka, enfin tu vois des pays un petit peu plus loin. Et là c'est une longue bande de tissu qui fait à peu près 20 mètres, 25 mètres. Et on se l'enroule d'une certaine manière avec un nœud bien spécifique autour du ventre, entre la symphyse pubienne jusqu'à pratiquement sous la poitrine. D'accord. Et ça permet de contenir le ventre. Et du coup, c'est beaucoup plus confortable aussi pour les femmes de se lever avec le ventre contenu. Ah oui, c'est intéressant ça, je connaissais pas. Non, je connaissais pas à l'époque, Anaïs. Peut-être qu'il faut que tu refasses un petit bébé. Bien sûr. Mais voilà, il y a plein de petites techniques. Et puis, c'est aussi... peut-être que moi, souvent, c'est ce que je propose aux parents. Peut-être les faire réfléchir sur le postpartum, sur... qui pourrait venir et offrir une heure de ménage, par exemple. C'est intéressant d'y penser en amont, en effet. C'est ça, c'est intéressant parce qu'il y a tellement de choses à faire dans l'après-naissance qu'on n'a pas forcément l'énergie d'organiser à ce moment-là. Et du coup, ça peut être, qui vient faire une heure de ménage, qui peut venir préparer un petit repas ou apporter un repas carrément. Proposer peut-être aussi aux futurs parents de cuisiner en amont de la naissance pour congeler
de façon à ce que quand il y aura le bébé, il y a juste à dégeler des plats que vous aimez bien, des plats qui vous font plaisir. Et ça, c'est super important aussi. Super, je te remercie pour toutes ces informations et pour ton temps que tu nous partages et ton expertise que j'aime tant. Merci Anaïs. Et on se retrouvera très bientôt Sandrine, parce que j'ai vraiment à cœur que tu nous parles de physiologie. Oui. Parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup, et en même temps je trouve que quand on débute pareil dans ce milieu, dans ce monde, on ne sait pas trop quoi mettre dedans, donc ça méritera une émission 100% physiologie. Donc je te dis à très bientôt. À très bientôt Anaïs, merci beaucoup. Et puis avec joie de partager sur la physiologie très prochainement. Avec grand plaisir, à bientôt Sandrine. À bientôt Anaïs.